Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée en charge de l'industrie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Vous avez vu ces propos du chef de la diplomatie ukrainienne qui appelle à boycotter les supermarchés Auchan, Leroy Merlin et Decathlon. Vous approuvez ou pas? Attendez une petite seconde, on est en direct une petite seconde, on me dit qu'il y a un petit problème de micro. Ne vous inquiétez pas, on va venir vous le changer. Ce sont les joies du direct, ça grésille, on n'entend pas bien, donc on change. Merci Laurie, d'être là. Non, c'est un vrai sujet parce que déjà la semaine dernière, on a eu le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui avait appelé au boycott de Renault. Donc voilà, il y a ces propos aujourd'hui, encore une fois, du chef de la diplomatie ukrainienne, donc qui appelle à boycotter Auchan. D'où la question, vous me disiez, donc vous approuvez pas? Alors, ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, nous, on a des sanctions et on sera intraitable sur l'application de ces sanctions par les entreprises européennes et donc françaises. Ces sanctions, elles sont ciblées sur le cœur de la décision russe. L'objectif, c'est de faire revenir les Russes à la table de négociation pour aller vers un cessez-le-feu et un traitement diplomatique de la crise. Pendant ce temps-là, vous avez des entreprises qui ont des activités en Russie. Et là, il faut éviter de tomber dans la naïveté. La naïveté, ce serait de dire que parce qu'on a des activités en Russie, on joue le jeu de la Russie. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact quand vous avez des activités qui sont au cœur, par exemple, des télécommunications et qui peuvent être utiles à des alliés. Ce n'est pas exact quand vous participez à la chaîne alimentaire. Ce n'est pas exact lorsque vous livrez l'essentiel de l'oxygène médical des hôpitaux. C'est exact sur quoi, alors? Et donc, le sujet sur lequel nous sommes, c'est de dire qu'est-ce qui se passe si ces entreprises arrêtent? Un, on risque de faire le jeu de Poutine, qui trouvera des investisseurs beaucoup plus conciliants avec le pouvoir. Et deux, on risque de faire le jeu de Poutine d'une deuxième façon, c'est-à-dire que lorsque des entreprises se retirent trop brutalement de la Russie, laissant les salariés sans salaire, cela contribue à nourrir un sentiment de frustration et de vindicte à l'égard des Européens. Donc ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir des mesures qui soient très fortes, très violentes, et c'est ce que nous faisons à l'égard des décideurs russes. Et nous ne tombons pas dans la naïveté qui consisterait à dire que parce qu'on replie ici et là... les entreprises françaises qui restent sur place. Donc je dis que chaque entreprise a une responsabilité, c'est leurs salariés et la sécurité de leurs salariés. C'est essentiel. Je dis également que c'est à elles de faire le choix de se retirer ou pas. Et je dis enfin que, et c'est ce qui est le cas de la plupart des entreprises françaises aujourd'hui, elles sont en diminution d'activité, et je peux vous assurer qu'elles ne gagnent pas beaucoup d'argent quand elles n'en perdent pas beaucoup, puisque moi j'ai des entreprises qui me disent je continue à payer mes salariés, mais en revanche j'ai arrêté mes activités le temps que ça passe. J'ai pas compris ce que Renault faisait, si Renault faisait marche arrière ou pas. Renault suspend la production dans son usine. Dans son usine. Tout à fait. Mais ce n'est pas un départ, c'est une suspension de production. Ce n'est pas un... Renault. J'ai pas bien compris en fait. Est-ce que Renault quitte ou pas la Russie? Renault a une joint venture d'un côté, donc qui continue à fonctionner, et par ailleurs, s'agissant de son usine, elle interrompt effectivement son activité avec là plutôt un retrait. Donc Renault ne quitte pas la Russie. Encore une fois, Renault cesse son activité sur son usine. C'est ça pour vous? Le Renault, sur ses activités dans lesquelles elle est pleinement engagée à 100%, où elle est toute seule à opérer, se retire de Russie. Si. D'accord. Et donc reste la question, effectivement, parce que Renault, il faut expliquer que la Russie, c'est le deuxième marché de Renault. C'est 500 000 voitures vendues, c'est 30% de marché là-bas. C'est son marché le plus rentable. Tout à fait. C'est très exactement le cas. Et Renault prend ses responsabilités et a décidé et prend ses décisions en tant que groupe. Et à ce titre, nous avons, là, en tant qu'État actionnaire, approuvé ou validé la décision de Renault. Mais chaque cas est particulier. Et j'insiste sur ce point-là. Chaque cas est particulier. Et lorsque une grande plateforme numérique fait beaucoup de bruit parce qu'elle se retire de Russie alors qu'elle a 15 salariés et qu'elle fait de la vidéo sur demande, si vous voulez, il ne faut pas tomber dans ces prises de position qui sont essentiellement marketing. Donc geler les investissements, ça vous va, en attendant d'y voir plus clair. Ce se font, encore une fois, beaucoup de groupes industriels qui ont des salariés, des usines. Certaines entreprises se retirent, c'est leur choix. Ouais. Et c'est à elles de décider dès lors qu'elles respectent les sanctions. Et ça, c'est essentiel. Et les sanctions, nous sommes intraitables et c'est dur de respecter les sanctions. Ça veut dire que vous privez d'opérer avec beaucoup d'acteurs parce qu'ils sont reliés à des intérêts proches du pouvoir. Et là, il n'y a pas d'exception sur ce sujet-là.
Alors on parle un petit peu du pétrole, Agnès Pannier-Runacher, donc cette remise du gouvernement qui finalement, sur le prix de l'essence, qui sera finalement de 18 centimes par litre à partir du 1er avril et ce pendant 4 mois. Pourquoi ce petit coup de pouce supplémentaire? Pourquoi on passe de 15 à 18 centimes? Parce que c'est 15 centimes hors taxe, et oui, 18 centimes, toutes taxes comprises. Donc c'est l'effet TVA. Chacun attendait. Mais à l'époque, ça aurait pu être déjà déjà anticipé aussi, non? Quand on a dit 15 centimes, on pensait que c'était quoi? Hors taxe ou TVA? On a annoncé 15 centimes hors taxe. Et donc dans l'application et la mise en œuvre, si vous comptez la TVA, ça fait 18 centimes. C'est assez automatique. Ouais. Et cela va permettre aux Français, effectivement, de voir une amélioration de leur facture de carburant. Alors, je ne dis pas que ça couvre, malheureusement, l'essentiel de l'augmentation, mais ce qui est important, c'est d'avoir cet effort qui est considérable et porté par l'État, qui est immédiat, qui est rapide. C'était un des enjeux de cette décision, c'est de ne pas promettre une baisse qui prenne plusieurs mois à mettre en œuvre parce que devant être présentée devant l'Assemblée nationale et le Sénat, elle est directe pour le consommateur. Et cela s'ajoute à l'augmentation du forfait kilométrique et au fait que nous avons dégagé une enveloppe de 400 millions d'euros pour les professions du transport routier, de manière à couvrir en fait le surcroît de charges auquel ils ont fait face entre le début du conflit en Ukraine et le 1er avril. Donc vous avez un montant forfaitaire pour les ambulances, pour les taxis, pour les tracteurs industriels, etc. etc. Ouais, de manière assez opérationnelle, Agnès Pannier-Runacher, l'exécutif souhaitait que le prix réel des carburants soit affiché à la pompe et que la réduction soit ensuite décidée, déduite à la caisse au moment du paiement dans la station-service. Finalement, ça ne sera pas le cas. Alors, certaines stations sont en capacité d'afficher dès l'entrée de la station-service le prix et la décote des 15 centimes. D'autres, pour des raisons de système d'information et d'organisation de leur affichage, ne sont pas capables de le faire. Donc, nous demandons à ce qu'il y ait la plus grande transparence à l'égard des consommateurs, non seulement qu'il y ait de la transparence sur la baisse des 15 centimes qui pèse sur les finances du gouvernement, donc cet effort il doit être visible, ça c'est le premier point, mais par ailleurs nous incitons les distributeurs à faire le maximum d'efforts de leur côté. Total Énergie a ainsi annoncé une baisse de 10 centimes. Cela dépend évidemment des marges que font chaque distributeur d'ores et déjà sur le carburant. D'autres groupes ont peut-être des marges un peu plus étroites, donc un peu moins de potentiel de réduction. Mais ce qui est important, c'est cette solidarité de chacun pour faire en sorte qu'on minimise l'impact de l'augmentation du prix du carburant sur le portefeuille des Français et sur les portefeuilles de ceux qui travaillent et de ceux qui entreprennent. Voilà, qui ont besoin de rouler pour aller travailler. Les Européens donc, ont décidé en fin de semaine dernière de vouloir réduire de 2 tiers leur importation de gaz russe d'ici la fin de l'année. On se dit, mais c'est possible ça, d'ici la fin de l'année? Et puis on a vu en parallèle que d'ailleurs le gaz américain pourrait être une bonne alternative. Oui, tout l'enjeu, c'est d'avoir une politique qui soit déterminée pour effectivement aller chercher des sources additionnelles de gaz naturel. Alors, ce n'est pas si simple, parce que le gaz naturel, lorsqu'on le transporte, c'est du gaz naturel liquéfié. Oui. Il faut qu'il soit livré dans un port, qu'ensuite vous ayez un terminal de regazéification qui permette de le transporter. Et évidemment, l'avantage qu'avait la Russie, c'est d'avoir des tuyaux qui transportent le gaz directement. Donc, c'est de cela qu'il est question. On peut vraiment réduire de 2 tiers ou pas, de 2 tiers nos importations, encore une fois, de gaz russe d'ici la fin de l'année? C'est vraiment crédible, ça? Oui, tout à fait. C'est crédible, à condition de mener à marche forcée la conversion que je vous indique, c'est-à-dire plus de terminaux de gaz naturel liquéfié. vous savez que nous avons une annonce sur ce sujet-là pour avoir un terminal complémentaire qui soit mis en œuvre le plus rapidement possible. Ça veut dire aussi gérer notre consommation de gaz naturel. Gérer notre consommation, c'est limiter notre consommation collectivement de gaz naturel. Je pense évidemment aux gazo intensifs, mais c'est aussi de faire en sorte de reconstituer les stocks pendant l'été, qui est le moment où on consomme moins. On va demander aux Français de faire attention. Il y a 2 questions là. Est-ce qu'on va demander aux Français de faire attention dans leur façon de consommer de l'énergie et de quel pays vont venir les approvisionnements? On a parlé des Américains qui sont manifestement là, Joe Biden l'a dit.
où on le cherchera, on ira le chercher ailleurs sinon il y a également des contacts, GNL. il y a également des contacts qui sont pris au niveau du Moyen-Orient. C'est assez simple, hein. Vous regardez qui produit du gaz naturel Qatar. et de façon assez claire, vous les contactez systématiquement. C'est d'ores et déjà fait par le ministère de la Transition écologique qui a une task force dédiée au sujet des commandes de gaz naturel liquéfié. Donc le gaz américain, a priori, à vous écouter, sera plus cher que le gaz russe, puisqu'il est plus compliqué à faire venir, il faut le transformer. Pas nécessairement. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on ne fait pas venir du gaz américain, tout simplement parce que nous n'avons pas les terminaux de traitement. C'est ça la réalité européenne. Mais le prix du gaz américain est aujourd'hui plus faible que le prix du gaz russe. Ouais. Donc il n'y a aucune raison pour qu'il soit augmenté de manière massive ou qu'il soit supérieur au prix du gaz russe. Et puis la deuxième chose, c'est que le coût du transport et de la regazéification est effectivement existe, mais il n'est pas considérable, il n'est pas très élevé au regard de l'augmentation du marché qui, lui, a atteint des sommets. La Commission européenne, d'ailleurs, qui va se lancer, Agnès Pannier-Runacher, dans les achats groupés de gaz, un peu comme pour les vaccins, d'ailleurs, donc notamment du gaz, du GNL, du gaz naturel liquéfié. Ce pouvoir de négociation, on se dit que ça va lui permettre peut-être d'acheter, encore une fois, peut-être moins cher du gaz. En tout cas, ça permet d'avoir une solidarité entre les États européens et de s'assurer effectivement que la négociation est menée dans un point unique, avec efficacité, sans jouer la concurrence entre et les sur pays. Des volumes importants, parce que ça aussi c'est un gage important pour le vendeur d'avoir des volumes immédiatement importants et d'avoir une crédibilité sur l'engagement de l'acheteur en termes de temps et en termes de prix. Donc c'est très exactement ce que nous allons faire et ensuite nous allons nous organiser pour être capable d'accueillir ce gaz naturel. Encore une fois, la France n'est pas le pays le plus dépendant du gaz naturel pour une raison, je dirais, géographique, puisque nous sommes plus loin de la source d'approvisionnement. Nous sommes dépendants à hauteur de 17% et nous sommes le seul pays en Europe à avoir, dès 2018, ce qui est un des signes de l'anticipation de ce gouvernement sur plusieurs sujets, les métaux critiques, la résilience, la souveraineté, à avoir mis en place des stocks stratégiques de gaz naturel. Donc la combinaison de cette moindre dépendance et de l'existence de ces stocks stratégiques nous met plus à l'abri que d'autres pays. On a combien de temps devant nous en matière de gaz, en matière de stock de gaz solidaire. On a combien je sais pas, en nombre de jours de stock, vous savez ou pas, si on a augmenté notre stockage de gaz naturel. Alors, ce n'est pas qu'on l'a augmenté, c'est qu'on l'a mis en place. Il n'y avait pas de stockage de gaz, de stockage stratégique, c'est-à-dire obligatoire, de gaz naturel. C'est une décision du président de la République de 2018. Ça dépend de la température extérieure. Donc, ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas dépendants jusqu'à l'hiver prochain. Ça, c'est le premier élément. Après, nous, notre enjeu, c'est d'anticiper, comme toujours, comme nous l'avons fait depuis le début de ces différentes crises que nous gérons, de manière à protéger au maximum les Français et les entreprises. Justement, les entreprises, avec ce plan de résilience qui prévoit d'aider donc les entreprises qui sont fortement consommatrices d'énergie et qui voient leurs factures augmenter et qui sont en difficulté. Quel profil de celles qui sont déjà venues toquer à votre porte, qui sont en détresse aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce sont des entreprises qui sont plutôt industrielles, en moyenne, qui utilisent des processus où rentre en compte de la chaleur, c'est-à-dire des fours, pour être très simple. Donc, ça peut être de la céramique, ça peut être de l'acier, ça peut être de l'aluminium. Qui préfèrent stopper leur production plutôt que de produire à perte. Des processus agroalimentaires. On a eu plusieurs entreprises qui, effectivement, ont dû, parce qu'elles perdaient trop d'argent, interrompent leur processus de production. Elles sont reparties. On a travaillé avec elles pour trouver les voies et moyens de les faire repartir. Parce que l'enjeu que nous avons, c'est d'éviter qu'il y ait des ruptures d'approvisionnement sur de nouveaux sujets qui complexifient encore les chaînes d'approvisionnement. Si demain matin, les sites qui continuent à produire, par exemple, en matière d'aluminium, et nous avons les derniers sites qui produisent en aluminium au niveau européen, ce qu'on ne sait peut-être pas, parce que nous avons pris des décisions sur l'électricité, parce que nous avons le bouclier nucléaire qui permet d'avoir une électricité plutôt beaucoup moins chère que nos voisins européens. Eh bien, s'ils s'arrêtent, on va avoir des difficultés complémentaires en matière d'approvisionnement en aluminium. Donc c'est cela que nous anticipons à nouveau. Nous avons d'ores et déjà mis en place un bouclier électricité pour les petites entreprises, les très petites entreprises, c'est celui dont bénéficient les ménages également. Nous avons pris des mesures à compter du 1er avril en remettant à disposition 20 TWh
au coût de production de l'électricité nucléaire, donc qui est très compétitif, 46,20 €, ce qui permet à la facture des entreprises de baisser quasi automatiquement. Et nous travaillons à faire en sorte d'accompagner celles qui sont le plus, je dirais, vulnérables à cette augmentation des prix. Et puis derrière, il faut construire le futur. Et construire le futur, c'est être moins dépendant et du gaz naturel et du carburant. Et c'est pour ça que nous accélérons tout ce qui soutient à la décarbonation. Lorsqu'une entreprise veut changer sa chaudière à fioul ou sa chaudière à gaz naturel pour un autre type de chaudière qui fonctionne à l'électricité, nous subventionnons ces changements de manière à ce que l'hiver prochain, 40%. Voire un peu plus, 40% de l'investissement, tout à fait, voire plus dans certaines conditions. Juste un petit mot sur les pénuries ou les tensions d'approvisionnement, sur, je ne sais pas, sur les composants, les matériaux, les produits. Où est-ce que c'est le plus criant aujourd'hui là ? Alors aujourd'hui, à très court terme, les chaînes de production continuent à fonctionner. Vous pouvez avoir des goulets d'étranglement ponctuels sur des sujets comme le noir de carbone, on a pu le voir, qui rentre dans la fabrication notamment des pneus. On a eu des tensions d'approvisionnement aussi sur certains éléments de type, lien avec les métaux. Il n'y a pas de rupture d'approvisionnement. À plus long terme, la principale inquiétude que nous avons, elle porte sur le titane, parce que le titane, il rentre dans la fabrication de l'aéronautique. Le titane, il est produit en Russie et l'Europe en est dépendante à hauteur grosso modo de 40%. Mais surtout, comme c'est de la fabrication aéronautique, toute source alternative de titane, parce qu'il y en a dans le monde, il y a des mines, il y a des transformations, toute source alternative doit être certifiée, homologuée pour des raisons de sécurité. Et c'est ça qui prend du temps. C'est-à-dire, il ne s'agit pas juste de trouver un fournisseur alternatif et de lui dire « est-ce que vous pouvez augmenter votre production et me livrer la semaine prochaine ?» Il s'agit derrière de faire tout le processus de sécurité et d'homologation pour s'assurer qu'on peut bien utiliser une source alternative de titane. Autre sujet qui est en lien avec votre portefeuille, donc l'industrie, la réindustrialisation, qui évidemment est à la mode, on en parle et on en souhaite qu'il y en ait de plus en plus. Je disais que la France est championne d'Europe de la lenteur pour valider les projets d'implantation d'usines. C'est 17 mois selon l'ancien numéro 2 de Saint-Gobain, et bien plus que nos voisins. Et là je me suis dit, déjà c'est un délai qui est éloigné des 9 mois théoriques avancés par l'État. Est-ce qu'on peut comprendre que cette lenteur de l'administration, pour les entreprises étrangères qui voudraient s'installer chez nous, ça soit un repoussoir ou problématique? Mais c'est pour ça que nous avons attaqué ce sujet très directement. C'est-à-dire que le constat que nous avons fait en arrivant au pouvoir en 2017, c'est cette lenteur invraisemblable qui ne s'explique pas par des considérations environnementales. La Suède, qui a des exigences environnementales... Ce rapport vient de sortir, donc, oui, mais qui est fondé sur des dossiers anciens. Parce que la législation, comme vous le savez, elle a évolué, elle a changé en décembre 2020 et que nous avons mis en place un dispositif de site clé en main qui effectivement permet de respecter les 9 mois pour les sites clés en main, pas pour tous les sites. Et moi, je peux vous donner différents exemples. Pourquoi nous sommes aujourd'hui le pays le plus en retard sur le déploiement des énergies renouvelables? Eh bien parce que nous sommes le pays qui affrontons le plus de contentieux sur ce type de dossier de développement et parce que les Verts ont voté contre la loi qui permettait d'assouplir la rapidité, enfin de faire en sorte que les procédures soient plus rapides. Donc vous voyez bien que sur ces sujets-là, beaucoup de gens ne font pas ce qu'ils prônent eux-mêmes. Et donc toute notre politique ces dernières années a consisté à simplifier les procédures par la loi. C'est la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, décembre 2020. C'est ces décrets d'application, juillet 2021. Et c'est les nouvelles mesures que nous avons annoncées, et notamment de continuer à mettre en place des sites clés en main, parce que ça marche très bien. Un site clé en main, c'est 3 mois pour un permis de construire, 9 mois pour une autorisation d'exploiter. Et ça nous remet dans la compétitivité, dans la compétition européenne. Par rapport à nos voisins. Et c'est pour ça qu'on peut aujourd'hui constater que nous avons 2 fois plus d'usines qui se construisent que d'usines qui se ferment. Ça n'était jamais arrivé depuis au moins 40 ans. Quand Intel met 30 milliards de dollars pour construire des chips, des puces électroniques, le laboratoire de recherche, il est chez nous, la production d'usine est chez les Allemands. Voilà. Oui, c'est vrai, mais 17 milliards sur 32 ce qu'on ne dit pas, c'est qu'Intel a Allemagne. déjà un site en Allemagne. Et vous savez comme moi, et c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire que pendant des années, nos prédécesseurs
n'ont pas investi dans l'industrie. Nos prédécesseurs ont bâti des réglementations qui empêchaient les industriels de s'installer en France et de développer leur activité en France. Et donc, nous portons les stigmates de ce désintérêt pour l'industrie. C'est reparti. C'est énormément de travail, et je le dis parce que j'ai contribué à ce travail. Hein. C'est chaque dossier, il faut aller se battre pour convaincre des investisseurs qui pensent que la France n'est pas du tout un territoire favorable à l'industrie. Nous avons renversé la vapeur. Nous sommes aujourd'hui le pays le plus attractif en Europe pour l'implantation de sites industriels, mais nous avons encore beaucoup de choses à faire, et nous partons d'un territoire où l'industrie représente 11-12% de l'activité économique. Ouais. L'Allemagne, c'est 23%. Voilà. Et les 10% qui ont disparu, très clairement, on sait pourquoi ils sont là. Hein. C'est beaucoup de réglementation, et c'est un désintérêt de nos prédécesseurs, des républicains comme de la gauche de gouvernement, pour l'industrie. Aujourd'hui, il faut renverser la vapeur, et je crois que nous y sommes parvenus. Alors justement, les autres, les Républicains, le PS et compagnie, c'est la campagne présidentielle. Dernière ligne droite, on est à moins de 2 semaines du premier tour, n'est-ce pas, Runacher. Le programme d'Emmanuel Macron est un saccage social, nous a dit hier Marine Le Pen. Vous n'êtes pas d'accord, évidemment. Moi, je trouve ça assez stupéfiant qu'on parle de saccage social, alors que nous avons comme boussole de réduire le taux de chômage en France, de réduire le taux de chômage des jeunes, et que nous sommes aujourd'hui, alors que nous avons traversé les pires crises quand même du siècle, à un niveau de taux de chômage qui est le plus bas depuis 15 ans en France, et un taux de chômage des jeunes qui est le plus bas depuis 1981. C'est ça le saccage social ? D'avoir un nombre d'apprentis qui a été multiplié par 2, avec des taux d'insertion excellents dans l'économie. Quand on regarde les catégories A, B, C, on a toujours quasiment 5 ou 6 millions de chômeurs. Mais attendez, la définition du chômage, elle est très claire. Les gens qui sont inscrits à Pôle emploi et qui cherchent un autre emploi, ça ne veut pas dire qu'ils sont au chômage au sens où ils n'ont pas d'emploi. Et donc, la définition, elle n'a pas changé. Elle est d'ailleurs normée au plan international. Le taux de chômage est au plus bas. Et si on veut en être sûr, le taux d'emploi, c'est-à-dire le nombre de personnes dans la population en âge de travailler, est le plus haut depuis 50 ans. Donc Marine Le Pen peut ranger ses clics et ses claques, parce qu'aujourd'hui, ça c'est une réalité chiffrée, c'est une réalité qui est chiffrée internationalement par les économistes non français. Et nous allons continuer. Tout notre programme aujourd'hui, derrière le président de la République, c'est de faire en sorte de continuer à donner de l'oxygène aux entrepreneurs en baissant notamment les impôts de production, qui ont fait beaucoup de mal à notre pays, et de continuer à accompagner... C'est pas celui qui les baisse le plus, hein. Pardon ? C'est pas celui qui baisse le plus les impôts de production, cette campagne. Oui, mais parce que nous sommes crédibles. C'est-à-dire que baisser les impôts de production pour augmenter les impôts derrière sur une autre ligne, ce n'est pas sérieux, c'est du gribouille. Et je trouve assez étonnant d'ailleurs que les mêmes, Valérie Pécresse pour ne pas la citer, et l'ensemble des présidents de région qui sont derrière elle, qui étaient contre la baisse des impôts de production il y a 3 ans, quand on travaillait sur ce sujet-là, et qui avaient levé, qui s'étaient opposés très fortement. Des régions, c'est pour ça aussi. Oui, mais qui refusaient d'aller à la table de négociation, alors qu'évidemment, on parlait de compensation. Et qui, aujourd'hui, n'ont que baisse des impôts de production en bouche, qui ne l'ont pas fait entre 2008 et 2012, quand ils en avaient l'occasion, de même que la mandature précédente, entre 2012 et 2017. Moi, je préfère juger les gens sur leurs actes, pas sur leurs paroles. Nous avons baissé les impôts de 52 milliards d'euros. Personne ne l'a fait avant. Pour l'ensemble, à la fois des particuliers et des ménages. 26 milliards pour les entreprises, ouais. 26 milliards pour les ménages. Sur l'ensemble de la mandature. Ça, c'est très concret. Et quand nous annonçons une baisse de 7 milliards d'euros à venir pour les impôts de production, c'est concret. Et on ne survend pas, ce n'est pas une surpromesse. Et c'est pour ça qu'elle est crédible. Et je pense que le président de la République dit des choses courageuses, qui ne sont pas toujours dans le sens de l'opinion. Notamment sur la retraite. Notamment sur différents sujets, mais qui ont le mérite d'une chose, c'est qu'il le fait, et il le fait au profit des Français. Et au profit des Français, c'est le plein emploi, c'est le fait que les jeunes ne soient pas abandonnés et qu'ils aient des formations et qu'ils aient de l'insertion et des emplois à terme, et c'est qu'on baisse le niveau de pauvreté et de précarité dans notre pays. C'est ça notre boussole. Agnès Pannier-Runacher, on finit là-dessus. Vous allez sur les marchés, j'imagine, dans le cadre de cette campagne.
Voilà, on est à moins de 15 jours, je l'ai dit. Il est toujours largement en avance dans les sondages, même si il n'est plus à 30%, mais peut-être un petit peu en dessous, ça s'est légèrement tassé. Il y a une dynamique en faveur de Marine Le Pen. À ceux qui disent que, voilà, que c'est quasiment fait, il y a ce désintérêt en même temps aussi pour la campagne de la part de beaucoup de Français. Qu'est-ce que vous dites, c'est pas fait, même s'il est largement devant? Moi, je dis qu'on m'a appris une chose très simple, c'est que c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Donc, un, c'est pas fait. Deux, dans une démocratie, il est important que le débat démocratique se fasse. Trois, il est important que les gens aillent voter. Le fait de ne pas aller voter, c'est au fond une frustration parce qu'on ne contribue pas au débat politique. Et du coup, derrière, c'est difficile d'adhérer, je dirais, au fait que ce débat se fasse. Donc c'est essentiel que les gens aillent voter. Et puis, dernière chose, la remontée de Marine Le Pen, elle est aussi liée à la diminution de M. Zemmour. Et M. Zemmour a été un peu l'idiot utile de cette campagne. C'est-à-dire qu'il a été tellement extrême, tellement provocateur, tellement dans ce qu'il incarne, qui est l'extrême droite, qui finit par en banaliser Marine Le Pen. Mais n'oublions pas d'où vient Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est une candidate qui a un programme économique qui n'est absolument pas crédible. Et c'est une candidate qui aura un gouvernement qui sera obligé d'aller chercher des talents chez M. Zemmour et chez tout ce qu'il représente et qui a porté dans la durée les mêmes idées. Donc n'oublions pas cela au moment du vote. Je crois que tous les sociodémocrates doivent se mettre derrière le président Macron. Tout n'a pas été parfait dans le quinquennat, mais la baisse du chômage, l'augmentation du taux d'emploi, les 4 millions de jeunes qui ont été accompagnés dans le programme Un jeune, une solution. Et moi, sur le terrain, au niveau du bassin minier, quand je vois la diminution des bénéficiaires du RSA, je me dis qu'il y a un fil à tirer et qu'on est sur le bon chemin. Bon voilà, merci en tout cas, merci de passer nous voir. Agnès Pannier-Runacher, donc la ministre déléguée en charge de l'industrie, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.